Bonjour, bienvenue à cette deuxième émission. Comment navigues-tu dans l'incertitude? Je suis Doc Lalouna et mon invité aujourd'hui est Mathieu Soriano. Pourquoi j'ai choisi Mathieu aujourd'hui? Et après, je lui laisse la parole. J'ai choisi Mathieu parce que déjà, on s'est rencontrés il y a quelques années à Paris pour un projet en commun. Et ce qui me plaît chez toi, Mathieu, c'est ta triple casquette, ou je dirais même plus, tu es un homme à faire plein de choses, à explorer plein de domaines. Je pense que c'est finalement ta vision intégrative qui m'a parlé et qui a fait qu'on a commencé à échanger. Et ce que je te propose, c'est en fait de te présenter toi-même. Ça sera plus simple. Ok. Bon, bonjour à tous déjà et merci Nathalie de me recevoir. Alors, me présenter. Mon parcours, il a été un petit peu atypique. J'ai commencé avec des études scientifiques. J'ai fait une prépa et j'ai intégré l'ENAC, donc l'École nationale de l'aviation civile, parce que j'avais un rêve de gamin, c'était de devenir pilote de ligne. Donc, je suis toujours pilote de ligne. J'ai commencé en septembre 2007, donc ça fait 13 ans déjà. Et puis, quand on a eu la crise en 2008, je me suis retrouvé avec du temps libre et j'avais toujours été passionné par la médecine déjà et tout ce qui touche à nos fonctionnements mentaux. Et donc, je me suis intéressé un peu par un concours de circonstances à l'hypnose. J'ai créé un cabinet. Puis, j'ai voulu ajouter à l'hypnose un cadre. Donc, je me suis formé au coaching derrière. Donc, le cabinet devenait mixte. Et puis, petit à petit, j'ai développé pas mal mon activité d'abord en cancérologie. Puis, c'est là qu'on s'est rencontrés là, autour de ce projet commun. Donc, voilà, j'ai pas mal accompagné de patients qui étaient atteints de cancer sur tout ce qui est les à côté. Donc, évidemment, il ne s'agissait pas de soigner par l'hypnose, mais d'apporter une forme de confort, que ça soit la manière de gérer les émotions, que ça soit apprendre à mieux s'endormir, que ça soit apprendre à gérer l'anxiété ou encore la douleur. Et voilà, toutes les problématiques auxquelles sont confrontés ces gens-là. Et puis petit à petit, j'ai glissé un petit peu plus vers le milieu de l'entreprise quand on a arrêté de bosser en cancérologie. Et on m'a demandé en fait d'adapter tous les outils que j'avais appris dans le milieu de l'aéronautique, donc avec ma casquette de pilote, tout ce que j'avais appris dans l'hypnothérapie et dans le coaching, et de voir comment est-ce qu'on pouvait améliorer les performances des gens en entreprise. Et aujourd'hui, c'est vraiment le cœur de mon métier, c'est tout ce qui est comment est-ce qu'une personne va pouvoir améliorer ses performances, quel que soit son domaine. Donc ça peut être en entreprise, ça peut être un acteur qui a une performance à faire, ça peut être un sportif de haut niveau qui prépare une compétition. Et la plupart des outils que j'utilise viennent de ces environnements, donc hypnose, coaching et mon métier de pilote. Merci. Et là, en ce moment, avec le confinement, donc, j'imagine que tu n'es pas dans un avion. Ça fait combien de temps que tu n'as pas pris Alors moi j'ai volé pour la dernière fois début mars, je suis rentré, j'avais un vol sur Abidjan et effectivement donc j'ai pas touché un avion depuis, donc ça faisait 13 ans que ça m'était pas arrivé cette histoire. La France est en difficulté en ce moment. On a réduit notre activité, on a réduit de 95% notre activité. Donc, on assure juste un squelette minimum. Et du coup, il y a très très peu de pilotes qui sont en vol en ce moment. et ça te fait quoi? C'est curieux parce que c'était inattendu. Enfin, quand on a commencé à parler du coronavirus, ça paraissait un petit peu. Enfin, en tout cas, moi, je l'avais vécu comme ça. Ça paraissait un peu lointain. J'étais en Chine, moi en plus, j'avais volé en Chine au mois de janvier. Enfin, voilà, puis, les gens n'étaient pas plus affolés que ça à ce moment-là. Et voilà, l'activité s'est arrêtée d'un coup. Ton planning disparaît. Puis on te dit que on te rappellera quand on aura besoin de toi. Donc c'est assez surprenant. Et ce que j'ai cherché à faire, c'est de me dire, voilà, c'est indéterminé, comment est-ce que je vais pouvoir profiter de ce temps libre que j'ai pas l'habitude d'avoir, quoi. Parce que c'est vrai que quand on jongle sur plusieurs métiers, enfin tu connais bien ça, la grosse contrainte qu'on a en général, c'est le temps. Et là, je me suis retrouvé avec une somme de temps qui tombait et il fallait l'utiliser. Et l'une des premières choses que tu as faites, et ce que tu m'as partagé juste avant qu'on commence l'interview, c'était que tu as dormi, c'est ça? Ouais, alors moi je suis sur long courrier là depuis 3 ans, donc c'est vrai qu'on est toujours soumis au décalage horaire dans un sens, dans l'autre. On passe les nuits en l'air, donc l'organisme est assez bousculé. Et c'est vrai que déjà le premier point positif, c'est que ça m'a permis de bien me reposer, de bien couper, et j'ai retrouvé une énergie que ça faisait longtemps que j'avais pas eu. Ouais. Et ouais, cette fameuse dette de sommeil qu'on a tous en fait, hein. Je pense qu'il suffit pas, c'est pas que réservé aux personnes qui travaillent de nuit, aux pilotes, au personnel navigant. Je pense que vraiment tous et toutes aujourd'hui, on est soumis à cette méga dette de sommeil. Et il y a plein de personnes qui m'ont partagé que les 2 premières semaines du confinement, elles ont
Ouais. arrêté téléphone, réveil matin, et la première chose qu'elles ont faite, c'est récupérer, dormir sans limite, pour ensuite ressentir l'énergie qui revient. Et il y a pas mal de personnes justement qui décrivent cette créativité qui arrive. Et c'est vrai que nous, on a des profils où on fait beaucoup de choses, on aime être dans cette énergie créatrice et créer des nouveaux projets et être dans cette recherche-là. Mais des personnes qui n'avaient pas forcément l'habitude, qui avaient un boulot régulier, fixe, là, se retrouvant comme ça à, entre guillemets, rien faire, ça donne des idées, ça donne des envies. Donc ça fait partie des choses que j'ai constatées, mais il y a autre chose aussi, et c'est là où, du coup, je vais plutôt parler à l'hypnothérapeute. Ça réveille aussi plein de pensées et parfois des angoisses de, ok, là, ça se passe comme ça. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir? On ne sait pas. L'incertitude dont tu parlais, par exemple, avec Air France, mais c'est le cas pour plein d'autres personnes qui travaillent dans d'autres boîtes. Et puis, cette angoisse, on la sent aussi dans les médias. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous proposer là pour, dès qu'il y a le hamster qui se met en route? Quand il y Qu'est-ce a le qu'on pourrait faire? hamster, il y a plein de choses. Déjà, je pense que la première chose, c'est vraiment de comprendre de manière très simple comment fonctionne notre cerveau. C'est au départ, notre cerveau, il n'a pas été créé pour nous rendre heureux, il a été créé pour nous aider à survivre. Et donc, il a une tendance qui est naturelle à s'intéresser au négatif. Pourquoi? Parce que quand il y a quelques milliers d'années, on était dans la nature, évidemment, être capable de détecter les dangers, de les anticiper, de les ressentir et d'agir, c'est ce qui nous protégeait. Et donc, on a continué à vivre avec ce cerveau qui est là pour détecter les dangers, avec des dangers modernes. La perte d'un emploi, la peur d'une maladie, toutes ces choses-là. Et donc, notre cerveau, il va avoir tendance à s'orienter dans cette direction-là. Et il n'y a qu'en apprenant à le reconditionner et à le réorienter dans une direction différente qu'on peut reprendre le contrôle sur ça. Donc, c'est vraiment, voilà, se dire que pour tous ceux et celles qui vivent des angoisses, qui ont des peurs, qui sont dans le doute, dans l'hésitation, dans l'incertitude, comprendre que, première chose, c'est normal. Deuxième chose, c'est le fonctionnement naturel du cerveau. Troisième chose, qu'il peut y avoir par contre des outils pour dépasser ça. Premier outil que je donnerais, qui vient de la partie coaching, et puis on verra un petit tips d'hypnose derrière, mais c'est souvent ce qui crée de la peur, c'est l'impression de ne pas être dans le contrôle, c'est-à-dire que les choses nous échappent. Et ce qu'on peut commencer par faire, c'est de se dire, attends, là, dans la situation qui m'arrive aujourd'hui, sur quoi est-ce que j'ai le contrôle? C'est-à-dire, de quelle manière est-ce que je peux agir activement? Et la deuxième clé, c'est de se mettre en mouvement. C'est que très souvent, en fait, nos peurs, nos doutes, nos hésitations, elles sont liées au fait qu'on attend que la situation se débloque. Sauf que c'est très rare que les situations se débloquent d'elles-mêmes, alors que dès qu'on commence à se mettre en mouvement, évidemment, on reprend la main dessus et on va pouvoir être plus actif. Je donne un exemple très simple que la plupart des gens qui font du sport ont déjà connu. Il y a des matins où on a programmé d'aller, je ne sais pas, courir ou faire n'importe quelle autre activité, mais on n'a pas envie d'y aller. Ce qui est difficile, on se rend compte, c'est sortir de la maison. Parce qu'une fois qu'on a les chaussures et qu'on est dans la rue, c'est pas compliqué après de courir. Et donc, c'est vraiment, là en ce moment, justement, on subit un peu ça parce qu'on est confiné, on est bloqué à l'intérieur, de se dire, peut-être que ça vaut le coup que je me mette en mouvement. Se mettre en mouvement, ça peut être tout et n'importe quoi. Si je prends mon exemple personnel, en ce moment, je suis en train de me former sur des compétences marketing que j'ai pas du tout. Et plutôt que d'attendre justement que la situation se règle, je me suis dit, OK, je vais commencer à me former au marketing. Et tous les jours, je me force à, même quand j'ai pas envie, même quand j'ai la flemme, même quand ça serait plus facile de regarder Netflix ou de faire autre chose, à me lancer et à me dire, voilà, là, je consacre 1 heure à faire ce cours et puis on verra bien ce qui se passe derrière. Et ça peut être par exemple aussi mettre de la musique à fond et juste danser et mettre ce corps-là, ce corps physique vraiment en mouvement en fait. Ouais. Le gros avantage, et ça c'est pareil, c'est un conseil que donnent beaucoup de gens qui pratiquent l'hypnose. En fait, en gros, la quantité de pensée qu'on a, elle est inversement proportionnelle à la quantité d'activité physique qu'on fait. Et plus on va engager le corps dans une activité, plus le taux de pensée va ralentir. C'est quelque chose qui est automatique, c'est un fonctionnement normal. Quand on bascule dans le corps, on bascule dans le ressenti, et automatiquement, on allège cette partie mentale. C'est ça, en fait, tu allèges le système nerveux analytique et du coup, tu stimules le système nerveux sensoriel. Ouais. C'est pour ça que les gens se sentent super bien après une séance de sport, après une séance de vélo, après quelquefois juste une marche autour de chez eux, parce que ça permet justement de changer de mode de fonctionnement. Et que ces deux modes-là sont presque incompatibles. Et donc, quand on est quand on a un des deux qui a pris le dessus et que ça ne nous va pas, donc par exemple une suranalyse, on est dans le mental, on est dans la peur, et bien basculer. Sachant qu'il ne faut pas oublier que nos émotions, c'est quelque chose de physique. C'est-à-dire que le meilleur moyen de régler quelque chose de physique, une fois de plus, c'est de faire quelque chose de physique également. Donc, si je suis pris dans une peur
dans une angoisse, dans une anxiété. Alors actuellement, peut-être que tout le monde n'a pas la possibilité de partir courir 10 km, évidemment, mais rien n'empêche de faire 10 pompes, de faire 10 squats, comme tu dis, de mettre la musique à fond et de danser 5 minutes, mais de créer un changement radical au niveau de sa physiologie. Et ça soulage énormément. Et la dernière astuce qu'on peut voir, là, qui est un petit procédé d'auto-hypnose, ça serait, en fait, tout le monde a la capacité à apprendre à ne pas penser, ou en tout cas à moins penser dans un premier temps. Et on peut voir une méthode ensemble. Si on a 2 minutes pour faire ça, ouais. Ben, je vais le décrire. On va le faire vraiment 1 ou 2 minutes pour que les gens puissent tester. Et puis ceux qui voudront poursuivre pourront poursuivre après l'interview de manière illimitée chez eux. Une fois qu'on a capté le principe, c'est très simple. On aura aussi un autre cadeau pour vous après, si vous avez envie d'aller plus loin avec Mathieu. Un exercice d'hypnose que tu proposes. On mettra le lien de la vidéo. On fera ça carrément. Là, l'idée, ça va être donc d'apprendre à ralentir les pensées, voire à les couper. Pour ça, on va basculer dans un mode de vision qu'on appelle la vision périphérique. Vous savez, on a tous un mode de vision central qui nous permet de lire, par exemple, et un mode de vision périphérique. C'est le test de l'air. Ouais, c'est un peu ça. Excuse-moi. Que quand on regarde en fait quelqu'un en face de nous, par exemple, on perçoit quand même ce qui est en train de se passer sur les côtés. Bon. En fait, on s'est rendu compte que quand une personne passe volontairement en mode de vision périphérique, le cerveau automatiquement ralentit les pensées et qu'au bout d'un certain temps, il coupe complètement les pensées. Et donc, n'importe qui s'entraînerait 5 minutes par jour, il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup plus, pendant 1 semaine ou 2, peut apprendre à couper ses pensées quasiment sur commande. Comment est-ce qu'on fait ça, en fait? Donc, vous allez le faire en même temps que moi. Vous allez prendre un point juste en face de vous et vous allez porter donc votre regard dessus. Et tout le long de l'exercice, vous allez simplement fixer avec attention le point que vous avez en face de vous. C'est tout. Voilà. Et puis, sans bouger le regard, vous allez mettre vos index, vos 2 index, index droit et index gauche, devant vous. Et progressivement, vous allez les écarter jusqu'à ce qu'ils soient à la limite de ce que vous êtes capable de percevoir. Et en fait, vous allez voir que progressivement, ça va étirer votre champ visuel. C'est-à-dire que vous allez avoir la capacité, comme ça, sans bouger les yeux, à percevoir votre index droit et votre index gauche. Vous allez maintenir ça quelques instants et vous allez voir que automatiquement, vos yeux, en fait, ils vont défocaliser. C'est parfaitement normal. Et au rythme où ils vont défocaliser, vous allez voir que très rapidement, en fait, le rythme des pensées ralentit. Peut-être même que pour certaines personnes, dès la première séance, comme ça, dès la première expérience, vous allez sentir qu'il y a des plages, des moments dans lesquels il n'y a plus vraiment de pensée. Et automatiquement, voilà, plus on maintient comme ça notre attention sur l'index droit et l'index gauche, tout en ne regardant que droit devant nous, et plus on va apprendre à couper les pensées. Et ce que je vous encourage, voilà, c'est de passer 4-5 minutes par jour à faire ça. Vous allez voir, pour certains, il va y avoir des petits phénomènes. Certains vont avoir des espèces de halos autour des objets ou des petites hallucinations. C'est parfaitement normal et à aucun moment ça n'altère le fonctionnement visuel. C'est juste que nos yeux, comme ça, n'ont pas l'habitude de rentrer dans ce mode de fonctionnement et donc ça surprend, il y a des petites hallucinations. Pour ceux qui ont un chat à la maison, par exemple, quand vous agitez une ficelle devant lui et que vous voyez les pupilles se dilater, eh ben, il passe justement en mode de vision périphérique parce que ça lui permet tout simplement de détecter les mouvements, de couper les pensées et de basculer dans un mode un peu chasse. Voilà, donc c'est un petit exercice simple pour apprendre à couper les pensées. Top à faire, par exemple, avant une sieste ou avant de dormir, tu vois, de prendre un moment pour couper les pensées et ensuite aller se mettre au lit. C'est vraiment super ça. Et je viens de le faire là et c'est drôle parce que quand j'ai regardé l'écran, en effet, il y avait plein d'halos autour de toi. Ouais, ça fait des trucs un peu bizarres. Il y a des perceptions, ça dépend des gens, mais il y a des petites perceptions bizarres. Moi, je le faisais un peu intuitivement. Donc, moi, j'ai la chance de pouvoir faire la balade avec la vue sur la Caraïbe. Et je m'amuse justement à voir l'horizon, la ligne d'horizon et à jouer avec mes doigts comme ça. Mais en fait, c'est ça. C'est que je suis en train de dissocier mon champ visuel et du coup, ça calme le mental. C'est un début de méditation. C'est aussi ce qu'utilisent par exemple, les combattants. C'est exactement ce qu'ils font un boxeur professionnel, par exemple. En fait, il n'est pas en train de regarder en permanence le corps de l'autre. Il y a trop d'informations qui arrivent en même temps. Donc, en fait, il fixe un point sur la personne. Il bascule en mode périphérique, ce qui lui permet, sans bouger la tête et le regard, d'avoir l'ensemble de la cible qui est visible. Et ce mode en plus là, si on va plus loin pour finir la parenthèse, ça permet de détecter les mouvements beaucoup plus que la vision centrale. Et par exemple, les gardes du corps surveillent les foules comme ça. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de scruter chaque individu, ils se mettent en vision périphérique et ils regardent, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui sort de l'atmosphère de la foule en fait? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est un peu plus agité, qui sort du lot? Ou au contraire, un peu moins agité, qui sort du lot également? Et ça leur permet de très vite scanner des environnements complets.
C'est pas Et mal, puis, parce que, tu vois, en plus, ça veut dire que tu n'es pas que au niveau du sens visuel, je pense. Quand tu élargis le champ de vision, il y a exactement. un peu de kinesthésie, un peu un sixième sens aussi, un ressenti. En fait, c'est pas que tu as un autre sens qui arrive en plus, c'est que tu dépollues de la partie mentale tes autres sens. En fait, tu es comme en train de les nettoyer et du coup, ils sont plus aiguisés, si tu veux. Hmm. Alors, je vous invite vraiment à refaire cet exercice comme ça de champ visuel le plus souvent possible. Et puis, si vous pouvez le faire dans la nature en plus, même si c'est dans votre jardin ou devant une plante, ça peut être pas mal aussi pour connecter avec les éléments de la nature. Carrément. Et j'avais une dernière question à te poser, Mathieu, justement par rapport à tes multiples casquettes. Et là, j'aimerais que tu nous racontes peut-être un souvenir ou un moment où tu t'es senti dans l'incertitude, mais pas dans un cabinet d'hypnose, mais devant ton tableau de bord dans un avion. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Et comment tu En avion, navigues dans ces cas-là, quand tu n'as plus alors de l'avion, repères c'est un peu habituels? particulier parce que il y a plusieurs choses. Le métier en fait, les gens imaginent que ce qui est dur, c'est de piloter un avion. La partie vraiment pilotage, c'est pas très compliqué, en tout cas dans un avion de ligne. Après, peut-être que les pilotes de chasse, c'est différent, il y a des choses un peu plus fines, mais notre partie pilotage, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Ce qu'on nous demande, c'est beaucoup d'anticipation et c'est de la prévention de risque, justement. Et pour ça, en fait, l'industrie aéronautique, comme on change tout le temps de collègues, c'est-à-dire que moi, chaque fois que j'arrive à un nouveau vol, eh ben, j'ai d'autres copilotes, d'autres commandants de bord, des hôtesses que je ne connais pas. Et donc, on doit être capable de communiquer très rapidement et d'avoir de l'efficacité tout de suite. Donc, on a tout un tas d'outils, si tu veux, pour que tout le monde parle le même langage. Et un de ces outils qu'on utilise, un outil d'anticipation, c'est on passe notre temps à se demander quelles sont les menaces, quelles sont les erreurs qu'on pourrait faire. Et en face de chaque menace et de chaque erreur qui sont identifiées, on va proposer ce qu'on appelle une parade, c'est-à-dire une ou plusieurs manières de se sortir de la situation si la situation venait à se présenter. Ça ne veut pas dire qu'elle va arriver, mais voilà. Et par exemple, avant chaque décollage, on se dit si on a un faux décollage ou si on a une panne moteur au décollage, et on déroule la séquence qu'on va être amené à faire. Donc du coup, il n'y a pas beaucoup d'incertitudes dans un avion de ligne. Mais ça, c'est pour les cas qu'on a anticipés. Et évidemment, il arrive des moments où il n'y a pas du tout d'anticipation possible parce que on est dans un, je sais pas, par exemple, on est en vol et puis il y a des turbulences qui n'étaient pas prévues par la météo, on se retrouve au cœur de ça. Ou à un moment donné, on a eu une information du radar qui a été mal interprétée, on se retrouve à rentrer dans un orage. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, tout ça. Et donc là, ce qui va être important, c'est comment est-ce qu'on se raccroche à quelque chose de concret pour se sortir. Et en gros, je donne la méthode, après je donnerai une anecdote, mais on nous demande plusieurs choses. Les Anglais, par exemple, eux, ils ont développé un acronyme, ils appellent ça BAD. BAD pour Brief, Analyze et Decide. Donc, respire un grand coup. Première chose quand je suis dans l'incertitude. Pourquoi? Pour éviter que le mental parte dans tous les sens et que je perde le contrôle sur ce qui m'arrive. Donc, ok, je respire. Deuxième chose, analyse. Donc, ok, je vais analyser ce qui est en train de m'arriver. J'ai respiré un bon coup, je me suis calmé. Quelle est la situation? Pareil, ce qu'on évite à ce moment-là, en fait, c'est la précipitation, c'est-à-dire de tomber dans ce qu'on appelle les actions réflexes. Parce que peut-être que le réflexe à ce moment-là n'est pas forcément approprié. Imagine que, je sais pas, un proche te saute derrière et t'effraie. Si tu te retournes, que tu mets un coup de poing, c'est le premier réflexe, bon, c'est pas forcément le plus approprié. Donc, quelquefois, ça vaut le coup d'avoir cette période d'analyse. Et derrière, decide, donc vraiment décider, quoi. Quelle action concrète est-ce que je vais appliquer? Et moi, ça m'est arrivé en fait sur mon premier vol en ligne avec des passagers, pour le coup. Donc j'étais pour le coup jeune pilote, j'avais 23 ans et on faisait juste un aller-retour Casablanca dans la journée, donc Paris-Charles de Gaulle, Casablanca. Et la météo était annoncée plutôt bonne sur le retour. Bref, on était deux stagiaires à ce moment-là. Donc l'autre copilote fait l'aller vers Casablanca, et puis moi je fais le retour. Et là, on se rend compte à mi-parcours que sur le terrain d'arrivée, donc à Roissy, c'était le 27 mars, donc il y a des dates comme ça qui restent, 27 mars 2008. Les gens pourront vérifier la tempête qu'il y avait eu ce jour-là. On s'est retrouvé, donc il y avait de la neige qui était en train de tomber. Il y avait un vent de travers de dingue, donc on allait devoir faire une approche en arrivant en crabe, là, et des turbulences assez énormes. Et comme l'instructeur, parce que les tout premiers vols, on a encore accompagné un instructeur qui savait évidemment que c'était mon premier vol, il m'a laissé le choix en se disant bah, ok, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part sur Orly où les conditions sont un peu meilleures, ou est-ce qu'on reste sur Roissy? Et est-ce que tu te sens en gros d'affronter ces éléments-là? Et c'est typiquement dans ces moments-là qu'il ne faut pas avoir de doute. C'est-à-dire que si le doute s'installe, il vaut mieux prendre une option plus sûre. Mais si on décide d'aller sur une option qui peut être plus challengeante,
il faut en amont avoir éliminé le doute. Et comment est-ce qu'on fait en fait? C'est vraiment, on a des procédures qui sont assez claires, mais si on devait résumer ça, on se demande toujours, en gros, quelle est ma marge de manœuvre? Et si la marge de manœuvre me semble trop faible, on prend toujours une autre option. Et c'est vraiment, tu vois, si je devais, dans ma pratique de coach aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'essaie de donner aux gens, c'est de toujours essayer de se raccrocher à ce qu'ils peuvent faire. Et pour ça, moi, je fais toujours poser 3 questions aux gens. Et je les applique quand je suis en train de piloter, je les applique quand je suis en train de faire une séance, ou quand je coache quelqu'un pour une séance. C'est de se demander déjà quel sens constructif est-ce que je peux donner à la situation. C'est-à-dire le coronavirus, par exemple, me tombe sur la figure. Si je me dis, ah, c'est une catastrophe, il va m'arriver que des misères, je suis en train de donner un sens qui va me limiter. Donc, qui va limiter ma marge de manœuvre. Donc, quel est le sens constructif de ça? Première chose. Deuxième chose, les gens ont tendance à se concentrer sur ce qu'ils n'ont pas dans ces moments-là. Et donc, j'essaie de leur faire aller dans l'autre direction, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai à ma disposition? Ce que vous n'avez pas, c'est illimité. Oui, peut-être en ce moment, il vous manque de la liberté, il vous manque de l'argent, il vous manque plein de choses. Mais de se dire, qu'est-ce que j'ai? Sinon, ça reviendrait un petit peu à un joueur de poker qui passerait son temps à se dire, ah, même si j'avais eu 4 as dans ma main, ça serait fantastique. Ouais, mais on t'a donné 5 cartes et tu es obligé de donner ces 5 cartes-là. Donc, quelles sont tes 5 cartes? Et la dernière chose que je demande aux gens, c'est qu'est-ce que je peux faire de ces cartes, en fait? C'est-à-dire, une fois que j'ai regardé ce que j'avais à ma disposition, sur quoi est-ce que j'ai le contrôle et sur quoi est-ce que je n'ai pas le contrôle. Et d'essayer au maximum de couper toute pensée qui vous emmène vers ce vers quoi vous n'avez pas de contrôle. Exemple simple, c'est pareil, je sais pas, vous écrivez un texto à votre amoureux et donc vous envoyez ce texto, c'est pas parce que vous regardez 10 fois dans les 5 prochaines minutes s'il a répondu que le message va arriver plus vite. Ça, par exemple, on est typiquement dans une zone sur laquelle on n'a pas le contrôle. Donc, le fait d'avoir envoyé un message, c'est une chose. Le fait de rappeler s'il ne répond pas assez vite à votre goût, c'est encore quelque chose qui est dans votre contrôle. Le fait de vous acharner sur un téléphone en regardant s'il a sonné ou pas, ça ne fera pas avancer les choses. Et je trouve que trop souvent, ce qui crée de l'anxiété et de l'inquiétude, c'est qu'on passe beaucoup de temps à essayer de gérer des choses qu'on ne peut pas gérer. Si je me bagarre toute la journée contre la météo, parce qu'il pleut et parce qu'il fait du vent, je peux me bagarrer tout autant que je veux. Ça ne va pas influencer la météo. Par contre, peut-être qu'une question plus intéressante, c'est de se dire, bah, ok, il fait pas beau aujourd'hui, il y a du vent, il y a de la pluie. Comment est-ce que je m'habille pour sortir? Ouais, ça va toujours me revenir à la rappelle. chose. Pardon, je t'ai coupé. Ouais, Non, ça me rappelle en fait finalement c'est une question d'optimisation de son énergie en permanence. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je suis? Comment est-ce que je peux? Où est-ce que je veux mettre mon énergie pour qu'elle me renvoie quelque chose de productif et de juste pour moi qui va calmer un petit peu cet état d'éparpillement. Parce que si tu veux, en fait, la métaphore que j'ai par rapport à ça, c'est que souvent, c'est le départ qu'on donne à quelque chose qui va rythmer toute la suite. C'est comme une fusée que tu lancerais. Si tu la lances à l'horizontale, elle n'arrivera jamais où tu veux. Donc, l'angle de départ, même s'il semble, si tu veux, si tu as une différence de 5 degrés sur deux trajectoires, au départ, ça fait rien du tout. Mais sur des dizaines de kilomètres, enfin, ou des milliers de kilomètres, la différence, elle est énorme. Et donc, c'est toujours intéressant de prendre le bon pli dès le départ. Et je trouve que trop souvent, les situations, elles ont tendance à s'auto-alimenter. Et donc, quelqu'un qui a pris le bon pli, qui s'est concentré sur ce qu'il pouvait contrôler, eh ben, de plus en plus, il va pouvoir gagner en confiance et en sérénité par rapport à la situation. Mais de la même manière, quelqu'un qui est en train de s'agiter et de s'éparpiller dans des choses qu'il ne contrôle pas, va voir son degré de stress et d'anxiété monter. Le problème, c'est que ce stress et cette anxiété, ça va agir comme un filtre, comme des lunettes qui vont tout teinter en noir. Et ces lunettes vont évidemment lui faire voir la situation pire qu'elle n'est, donc l'agiter encore plus, lui créer encore plus d'anxiété, et on rentre dans des schémas comme ça qui drainent la personne de son énergie, tout simplement. Ouais, ça crée un cercle vicieux, en fait. Ouais. Merci Mathieu. Ben, écoute, cette image de la fusée me plaît bien, moi, qui voulais devenir astronaute quand j'étais plus jeune. Et cette idée de peut-être, si ce confinement, c'était un moment propice pour se dire ben, quel angle j'ai envie de choisir en sentant bien mes racines, en étant bien ancré et la tête vers les étoiles, mais le moment où on va retrouver notre liberté, on va pouvoir de nouveau passer à l'action, on va dire, bah, tu auras bien aligné ta fusée pendant le confinement et peut-être que c'est aussi une clé intéressante à explorer en ce moment où il peut y avoir beaucoup de frustration, de colère, de plein d'émotions qui ressortent et se dire, bon, ok, qu'est-ce que je fais avec tout ça et comment je centre tout ça à l'intérieur de moi. Parce que tu peux mettre tout le carburant que tu veux. Hein. Si l'angle de départ n'est pas bon, bah, tu iras juste plus vite dans la mauvaise direction. Mais et c'est souvent, tu vois, quand tu vois quelqu'un s'acharner dans une mauvaise direction, c'est ça qui se passe. Je remets du carburant dans une fusée qui n'a pas le bon angle.
Mm. Et effectivement, après, du coup, c'est ce que tu dis, c'est comment est-ce que je l'aligne. C'est-à-dire comment, enfin, la traduction que j'en fais de s'aligner, c'est corriger l'angle, en fait, tout simplement de cette fusée. Ouais. Ben, merci beaucoup pour Ouais. cet échange passionnant. À chaque fois, je me dis, on pourrait passer des heures et des heures, mais l'idée, c'est aussi de concentrer pour que les personnes puissent avoir une idée et puis expérimenter justement l'exercice que tu nous as proposé. Et il y en aura un autre qui vous attend en bas de la vidéo. Si vous avez des questions à poser à Mathieu ou à moi, vous pouvez le faire en commentaire sous la vidéo et on vous répondra avec plaisir. Ben, un dernier mot pour la fin, Mathieu? Non, de tester surtout. Tu vois, je fais un constat, je donne pas mal de formations, que ce soit des formations en ligne ou des formations en direct. Et ce que je trouve terrible des fois, et presque qui me met en colère, qui me révolte, ça va être l'instant coup de gueule. Il y a plein de gens, ils viennent en formation, ils adorent ce qui se passe. Ils disent, ah, putain, c'est génial et tout ça. Et quelquefois, je les vois 2 mois plus tard sans qu'ils aient implémenté la moindre action dans leur vie. Et c'est vraiment dommage. Parce que les gens, ils se font avoir par quelque chose. J'ai presque envie de dire que c'est pas vraiment leur faute, mais on tombe souvent dans la recherche un peu de la méthode parfaite. Mais il vaut mieux avoir une méthode moyenne et qu'on applique que d'avoir la méthode parfaite et qu'on n'applique pas. Et vraiment, voilà, là, on vous a donné une clé simple. Il va y avoir une deuxième en enregistrement audio qui va être sympa parce qu'on va essayer de créer vraiment des phénomènes hypnotiques, donc avec une main qui bouge toute seule et tout ça. Et l'idée, c'est que on en revient à cette histoire de fusée. Une personne qui commence à faire un premier effort aujourd'hui, sur des années, ça va se voir directement. Quelqu'un qui va tomber au contraire dans une routine, dans une forme de passivité, ça se verra aussi. Demain, l'écart ne sera pas énorme. Dans un mois, il va commencer à se creuser. Dans 10 ans, entre quelqu'un qui aura beaucoup travaillé sur lui et quelqu'un qui ne l'aura pas fait du tout, l'écart, il sera terrible. Donc, si j'avais vraiment, je n'ai pas de conseil à donner, mais une recommandation en tout cas, ça serait d'appliquer. Dès qu'on vous donne un outil, donnez-vous une semaine ou deux, testez. Et après, faites-vous votre avis. Peut-être qu'il y a des outils qui ne vous correspondront pas et c'est OK de les laisser tomber. Mais donnez une chance à chaque chose qu'on vous donne comme ça. Merci. Voilà. C'était Eh la ben, révolte. du coup, Mathieu, vous pouvez le retrouver. Il y aura le lien vers son site en bas de la vidéo. Mais sinon, si vous prenez un vol Air France quand on aura commencé à déconfiner, Ouais. peut-être. Si vous entendez c'était quoi, commandant? Non, pas encore. Copilote. Copilote, si vous entendez copilote Mathieu Soriano, bah, vous pourrez aller lui demander si vous pouvez aller le voir dans le cockpit. Voilà. Merci Mathieu. Merci à toi, Nathalie. Et bon confinement dans le sud de la France pour l'instant. À bientôt. À bientôt. Bye.